Bună seara și bine v-am regăsit la UMFST Live. Sunt Mihaela Natea și vă propun să abordăm o temă foarte interesantă și de mare actualitate, radicalizarea tinerilor la nivel european și în ceea ce privește Nordul Africii. Pentru a aborda această temă am alături de mine un invitat special, pe domnul profesor Eid Saidi de la Universitatea din Lille. Bonsoir, bienvenue chez nous. Bonjour Mihaela, bonjour les téléspectateurs. Tout d'abord, je dois te remercier pour cette invitation. Des remerciements particuliers à notre ami et notre collègue Simeon, et puis à toute l'équipe de l'université de Petro-Mayer. Je suis vraiment très heureux d'être là. Et crois-moi, ce n'est pas une formule de politesse, parce que je le suis vraiment d'être là, quoi, parmi vous. Domnul profesor Saidi este istoric, un istoric francez de origine tuniziană. Este decorat de către guvernul francez cu cea mai înaltă distincție, cavaler al Legiunii de Onoare, o distincție începută de Napoleon Bonaparte în 1802, are cele mai înalte distincții oferite de Ministerul Educației din Franța și ne bucurăm să-l avem din nou alături de noi, a 5-a oară, la Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie. Astăzi el a avut o întâlnire cu studenții în care a vorbit despre tineri, despre ce înseamnă fenomenul Daesh, despre ce înseamnă radicalizarea și despre ce înseamnă revoluția. Ideea de revoluție, dacă o folosim într-un context corect sau nu. Prin urmare, în cele ce urmează, vă invit să urmărim punctul dânsului de vedere asupra acestui fenomen. Alors, vous êtes français, tunisien, avec d'origine tunisienne, vous êtes historien. Oui, oui. Alors vous regardez le passé. Oui. Mais quand on regarde le passé, on doit toujours avoir en main que le présent commence avec le passé. Oui. Alors, dans les dernières années, nous avons parlé beaucoup de la révolution. Ouais. De le rôle que le jeune doit jouer dans la société, dans la politique, dans le monde. Il veut changer. Il veut changer le système, il veut changer le monde. Comment voyez-vous cet désir de changement des jeunes en regardant l'histoire? Et puis, on va parler un petit peu du printemps arabe et ce qui s'est passé en Tunisie. Mm-hmm. Donc, je suis historien, je suis un apprenti historien, et comme tu le sais, Michaela, on apprend toujours, on est toujours dans la recherche, on est toujours dans la production, et cette production, qu'elle soit en Tunisie ou en France, je la veux, c'est-à-dire je me considère comme mes écrits sont comme un pont entre les deux rives de la Méditerranée, à savoir la France et la Tunisie. Je travaille sur les mémoires des minorités, essentiellement les mémoires des immigrations, parce qu'en France, il n'y a pas qu'une seule immigration, il ne faut pas l'utiliser au singulier, mais au pluriel. Et je travaille sur l'histoire coloniale et les conséquences, ce qu'on appelle la post-colonie. Ça veut dire le redéploiement et l'héritage de l'histoire coloniale sur les mentalités des uns et des autres. Comment cet héritage est transformé et comment cet héritage, cette période coloniale, a façonné et les Français et les Tunisiens. Comment? C'est-à-dire l'un regarde l'autre, c'est-à-dire à travers une grille de lecture, bien sûr, sociologique, anthropologique, et pour apaiser les mémoires. C'est-à-dire, et le but, c'est ne pas participer à une querelle et une guerre de mémoire, la mienne ou l'autre, ou les autres contre les autres. C'est que on doit accepter que notre mémoire doit être soit étudiée par d'autres. Et doit être accepté par les autres, et puis que d'autres mémoires aussi doivent avoir leur place
comme la nôtre dans le travail historique, dans le travail sociologique. La mémoire, elle est sélective par nature. Elle ne garde que ce qui l'arrange. C'est-à-dire qu'il y a des pans qui sont volontairement oubliés ou volontairement rejetés. Et nous, les historiens, on essaye de la mettre dans, dans le processus de l'histoire, la débarrasser de la victimisation, la débarrasser de la mythologie et lui rendre sa dignité historique et la rendre, objet d'étude avec un intérêt sociologique et historique. C'est comme ça que les mémoires de l'immigration peuvent entrer dans l'histoire. Ça veut dire la débarrasser de tout ce qui est subjectif. Parce qu'on voit en France un paysage inquiétant des mémoires, des querelles de mémoire. Chacun considère que la sienne, elle est plus importante que l'autre, elle mérite plus l'étude que les autres. Et puis malheureusement, la France est entrée, l'État français est entré dans ce jeu-là et a privilégié une mémoire par rapport à d'autres. Et puis il a officialisé certaines mémoires, ce qui laisse peu de place pour les historiens pour faire leur travail, leur recherche et leur contribution historique. Donc l'historien est là, il essaye... c'est un bricoleur en quelque sorte, parfois contre le politiquement correct, contre le socialement correct. C'est ce qu'on appelle sous la 4e République en France, les professeurs de la trahison, parce qu'ils n'enseignent pas ce qui est décidé par les politiciens. Donc ils essayent de faire un travail de réflexion et surtout de critique en mettant sur la table des connaissances scientifiques et en donnant les moyens aux lecteurs, aux jeunes surtout, de forger leur propre réflexion, leur propre point de vue, sans parler à leur place. Voilà, c'est un travail civique, c'est un travail historique, il a une dimension culturelle, il y a une dimension... on est apaiseur en quelque sorte des mémoires, c'est-à-dire que on ne peut pas laisser ce spectacle inquiétant dominer la scène historique et on ne peut pas laisser les médias aussi qui se sont appropriés certains thèmes laisser dire parfois la chose et son contraire, quoi. Donc on est contre aussi ces intellectuels un peu médiatiques et qui sans contextualiser les événements disent parfois des bêtises historiques, quoi, et des contre-vérités sans aller à l'essentiel et surtout sans mettre dans le contexte de tel ou tel événement. Mais qui aide un certain discours. Oui, un certain discours politique, peut-être un peu populaire, peut-être pour certaines dimensions de la politique, de l'extrême droite au gauche. Et c'est justement ce que je veux te demander. En France, on voit beaucoup d'enquêtes sociales. On a eu le printemps arabe, on a eu d'autres manifestations, même en Ukraine, le Euromaïdan. Les jeunes se sont manifestés là. Ils sont sortis, ils ont essayé de dire leur point de vue. Peut-être on parle même d'une révolution, comme je dis. C'est intéressant, peut-être on peut exagérer et utiliser ces termes. Comment vois-tu ça du point de vue de ce type de mouvement? On l'a vu dans l'histoire beaucoup de fois, on l'a vu dans la France beaucoup de fois. Beaucoup de révolutions en France est très, disons, extrême. Et comme on peut voir ces mouvements de gens, ce mouvement de la gens qui veut changer les régimes politiques. L'ancien régime, le nouveau régime. Comment on voit ça? Je crois que à chaque époque de l'histoire, tu le sais autant que moi, que la jeunesse symbolise le changement. Être jeune, c'est revendiquer un changement, c'est être contre un certain conservatisme qu'on ait en France, aux États-Unis ou en Tunisie.
il y a ce désir de changement, il y a ce vent qui souffle pour la modernité et pour le changement des choses. Je dis bien que les enfants, les jeunes ressemblent plus à leur temps qu'à leurs parents. Oui. Ce qui fait que, depuis longtemps, les jeunes ont cherché à changer la société, surtout pour plus de liberté, pour plus de progrès et plus de, comment dirais-je, de... Adapter la société oui, à les nouvelles conditions. aux non? nouvelles conditions. Maintenant, nous parlons beaucoup sur l'Internet. L'Internet a changé tout. On travaille facilement, on rencontre de nouvelles opportunités dans l'étranger. Le monde c'est plus petit. Ouais, Maintenant, nous pouvons regarder le téléphone et voir ce qui se passe en Algérie, en Tunisie, en France, même si nous sommes dans une autre partie du monde. Et alors, on ne communique pas seulement avec d'autres États, on ne communique pas seulement avec un livre, on écrit un livre et l'audience de ce livre, c'est seulement dans un pays, dans une région. Maintenant, nous faisons un autre type de communication avec le monde entier. Et ça change. Et les gens sentent ça. Il veut des conditions comme des conditions sociales, conditions de vivre comme en autre partie du monde. Et nous voulons changer tout. Le système politique peut-être c'est pas si adapté comme on le veut, on le voit comme on le désire. Peut-être c'est mieux dire comme ça. Et alors on voit toutes ces manifestations. Mais ces manifestations ce ne sont pas seulement dans la rue, mais peut-être un message écrit online sur un blog, une chose comme ça. Certaines fois, on voit ces jeunes dans la place manifester et essayer de changer le régime. D'autres parties, on le voit affiliés à des mouvements extrêmes. Et c'est exactement ce que nous avons parlé aujourd'hui dans la conférence, de les gens qui vont lutter avec Daesh et que peut-être ce sont des promesses pas si réelles. Comment on peut voir ça? Je crois que vous avez bien... tu as bien évoqué qu'on est dans un village planète. Oui. C'est-à-dire... les choses se font, c'est-à-dire se transmettent d'une manière réelle, c'est-à-dire on n'est plus, comme il n'y a plus de pays isolés sur soi, renfermés sur soi, à part la Corée du Nord et à savoir. Mais il y a un point qui, si on prend l'histoire, est toujours présent, c'est cette volonté de changer. Ce désir, comme on l'a dit, de changer. On l'a vu en France les années 60. Avec mai 68, qui, d'une crise étudiante, problème de locaux, problème d'heures, problème de transport, s'est transformé en crise sociale, grève des ouvriers, occupation des usines, grève générale, à une crise politique, c'est-à-dire la fuite de Gaulle et puis... un régime aux abois qui n'arrive pas à répondre aux aspirations de ces jeunes. Et pendant plus de 3 semaines, la France était en crise. La France, qui s'ennuyait avant, s'est trouvée révoltée et à la recherche d'un nouveau souffle. Donc, crise étudiante, crise sociale, crise politique, qui ont engendré une solution politique, certes, c'est des élections, et qui ont mis, comment dirais-je, clairement et en plein jour, le conservatisme et le rejet des jeunes et leur aspiration vers un monde plus libre, plus juste, plus égalitaire.
On le voit aussi, on trouve le même mouvement aux États-Unis avec les Black Panthers Party qui était un mouvement révolutionnaire qui voulait remplacer le racisme par la solidarité, le capitalisme par le socialisme et l'impérialisme par la solidarité internationale. Edgar Hoover appelait ce mouvement comme une menace à la sécurité nationale. Oui, il l'a considéré comme l'ennemi public numéro un. Et des historiens américains ont prouvé que, c'est-à-dire Hoover, il a protégé, il a légitimé l'utilisation des armes à tel point qu'il y a 27 qui ont été assassinés, parce que non seulement il a assassiné, mais il a encouragé les rivalités entre certains responsables de ce parti. Il a utilisé la propagande pour discréditer, etc., etc. Mais ce mouvement, il est passé d'un mouvement local, en Californie, etc., jusqu'à un mouvement national, où il a failli gagner les élections à Oakland en 1973, la mairie. Mais, c'est-à-dire, il avait des demandes, il avait une aspiration, il avait un point, un programme de 10 points. Oui. 10 points pour la dignité, la solidarité et la lutte contre les bavures policières. Et on le voit aussi en Tunisie. Et, juste une idée, on va voir cet particulier problème dans le mouvement de Black Lives Matter dans les derniers 5 ans, si je me rappelle bien. Ce sont des similarités où l'histoire revient de nouveau. Oui. Et après ça... C'est-à-dire que le mouvement est un mouvement, entre guillemets, nationalisme noir, mais en fait... c'est-à-dire c'est pour la dignité, pour la liberté et pour le changement, parce qu'on ne peut pas être citoyen américain de seconde zone. Et on trouve ce désir, ce souffle de changement. En mai 68, c'est par les manifestations. Aux États-Unis, avec les Black Panthers Party, avec les armes, parce que c'était un mouvement armé, c'était un mouvement qui cherchait à renverser le régime capitaliste, le régime, comment dirais-je, libéral américain, et à instaurer le communisme, ça veut dire le marxisme-léninisme. En Tunisie, ce n'était pas le cas. C'était des jeunes imbus d'Internet. Il faut rappeler qu'en 2010, Ben Ali a encouragé, a introduit d'une manière, on peut dire, massive dans les foyers, l'Internet. C'est un féru d'Internet lui-même. Il passait des heures et des heures c'est-à-dire sur son ordinateur. Et ces jeunes-là, 2 millions sur 10 millions, c'est beaucoup. Pour un pays comme la Tunisie, pour un pays arabe comme la Tunisie, c'est beaucoup. Et ces réseaux sociaux ont contribué au rassemblement, à la mobilisation. Puisque c'est un régime policier, comme la Securitate ici sous Ceausescu, la police politique tunisienne est omniprésente. Et elle réprimait toute tentative de manifestation, tout rassemblement. Et les jeunes se sont servis d'Internet pour les slogans, pour les lieux de rassemblement, pour diffuser des images pour le monde entier. Sinon, ça aurait été, comment dirais-je, tuniso-tunisienne, cette révolution. Mais Internet a facilité la diffusion de ces images et a permis la mobilisation. Il faut dire la révolution de la communication. Oui, oui. D'ailleurs, certains jeunes, certains Tunisiens disaient que pourquoi vous l'appelez révolution du jasmin? C'est une révolution d'Internet, de Facebook. À tel point que lorsque un jeune portait avec lui un ordinateur, c'est presque comme porter avec lui une bombe. Ce qui fait que cette révolution, elle a surpris les Tunisiens eux-mêmes, elle a surpris le monde entier.
Enfin, le tiers-monde a sa révolution, même si je ne suis pas d'accord sur l'appellation de révolution en tant qu'historien. Oui, tu as dit une autre chose intéressante aujourd'hui dans la conférence avec le printemps arabe. Oui. Nous l'appelons ce mouvement le printemps arabe, mais tu as un autre point de vue sur ça. Oui, c'est vrai. Le printemps arabe, c'est une appellation médiatique occidentale. C'est comme ça rappelle un petit peu le printemps des peuples en Europe en 1848, où la France a vu naître la Deuxième République en 1848, où elle a mis en place le suffrage universel masculin et l'abolition de l'esclavage. Oui. Donc c'était un printemps où il y avait plus une demande de démocratie, de liberté, etc. Donc on a appelé la Tunisie le printemps arabe. Le printemps arabe, alors que, à mon avis, à mon sens, cette révolution n'a été dans aucun programme politique, n'a été dans aucun agenda politique. Aucun parti n'a prévu. Et d'ailleurs, même si on regarde bien les premiers jours, c'était des revendications de liberté, de dignité. Ce sont des slogans occidentaux, à la limite, des demandes, comment dirais-je, légitimes. Et on n'a jamais parlé, on n'a jamais évoqué le départ de Ben Ali. C'est le 13 janvier où lorsqu'il est venu à la télé, il a dit « je vous ai compris », il s'est pris pour De Gaulle, il a dit en tunisien, mais c'était trop tard. Il a dit « je ne vais plus me présenter ». Alors les Tunisiens, ils ont été très audacieux, très courageux en lui disant « c'est maintenant que tu pars, on ne va pas attendre encore, c'est maintenant, c'est le temps, c'est maintenant, dégage » et le slogan « dégage ». Donc cette forme d'indignation en Tunisie comme exemple, a été copiée en quelque sorte, imitée en espagnol, en Espagne, dans la place à Madrid, ça a été aussi en Grèce, à Athènes, ça a été les indignés aussi à New York, et ce mouvement a connu un succès mondial. Il est parti de la Tunisie, un petit pays que, avant entre guillemets, la révolution, que personne ne connaissait, vraiment, à un pays exemplaire. Et ce qu'on regarde, c'est que la mondialisation d'Internet et tout ça a aussi créé une mondialisation des demandes. Si on prend les indignés d'Espagne, les indignés grecs, les indignés américains, on trouve que c'est les mêmes demandes. Plus d'écologie, plus de partage. L'État doit assumer ses responsabilités, l'État-providence. Et ce qui est intéressant dans ces cas-là, c'est qu'ils ne demandent pas une révolution. Ils changent que l'État ils demandent que l'État les considère comme interlocuteurs, les considère comme et respectent leurs demandes. D'ailleurs, ils n'ont pas de représentants. Alors que les mouvements des années 60 avaient des leaders, avaient des porte-paroles, et puis la manière de faire la politique est différente. Les années 60, c'était changer la société, changer le monde par la révolution. Là, non. Plus claire. Oui. Là, non. C'est des demandes. À la limite, ils ne veulent pas le pouvoir, mais ils veulent que le pouvoir tienne compte de leurs aspirations, de leurs demandes. Ça ressemble un petit peu au mouvement, c'est pas Zapatiste au Mexique. Oui. Ils ont dit, ça fait 20 ans qu'ils ne veulent pas participer aux élections. Ils disent, ça ne nous intéresse pas. Nous, on veut un gouvernement obéissant. Il écoute nos propositions, nos demandes, et c'est bon. Donc, voilà la nouveauté. Ce n'est plus même avec les moyens d'avant. Les manifs, les rassemblements, comment dirais-je, les textes, etc. Les jeunes d'aujourd'hui, c'est des slogans, oui. Et puis un désir de plus de solidarité internationale, c'est entre le Sud et le Nord. Et ça,
Et ça, c'est très intéressant et c'est complètement nouveau. Je veux faire une dernière question car on rapproche de la fin de l'émission. On parle de terrorisme. Ouais. Toujours on parle de terrorisme, peut-être c'est la plus intéressante question de nos jours. On n'a pas une définition très claire du terrorisme, acceptée internationalement. Mais toutes les fois qu'on parle du nord de l'Afrique, de le Moyen-Orient, on parle du terrorisme. C'est la Libye, le voisin de la Tunisie, qui a des problèmes avec les cellules terroristes de Daesh. Et puis on a beaucoup de mouvements aussi en Tunisie. Comment vois-tu ce problème pour la Tunisie? Ouais. Tout d'abord, Michaela, je ne suis pas Madame Soleil, je ne lis pas dans les mains, mais je vais essayer. Bien sûr. Oui, j'essaie de faire mais une interprétation. Une interprétation. C'est là, ouais. ce qui se passe là. Ouais. Tout d'abord, j'en conviens, je suis totalement d'accord avec toi sur la notion de terrorisme, qui est une notion très compliquée, et même l'ONU. Politique, un peu politique. Oui, l'ONU a du mal à donner une définition claire et à fixer des paramètres, si tu veux, pour cette notion. Les résistants français étaient considérés par les Allemands comme des terroristes en 1940-44. Oui, l'idée du mouvement de libération nationale et celle de formation terroriste, qui sont définis différemment, mais ils ont des points communs. On a les listes internationales pour le terrorisme qui sont différentes quelquefois. On peut trouver des formations terroristes sur la liste européenne ou sur la liste américaine, mais pas sur la liste internationale d'autres organisations internationales. C'est vraiment un problème. Mais en quelques mots, comment voyez-vous ce problème du terrorisme en Tunisie? On a eu des attentats, cet attentat sur la plage, dans un complexe hôtelier. Il existe une menace terroriste en Tunisie? Certainement. Et que ce soit la France, la Tunisie, le Maroc ou l'Angleterre, en tout cas, aucun pays n'est à l'abri. Oui, c'est vrai. Comment veux-tu faire contre des individus qui développent la culture de la mort? Ce qui est inquiétant, c'est que cette radicalité a pris, à mon avis, une forme religieuse. C'est que les années 60 et les années 70, les formes de violence étaient des formes, certes violentes, armées, politiques, idéologiques. Surtout, c'était des marxistes-léninistes. C'est-à-dire qu'ils voulaient, par leurs actions armées, entraîner la classe ouvrière et entraîner le peuple vers une révolution. Ça veut dire qu'ils sont l'avant-garde, ils se considèrent l'avant-garde. On l'a vu à Action Directe en France, les Brigadieros en Italie, la Badabader en Allemagne, etc. etc. Les années 90, cette forme a pris une dimension religieuse. C'est-à-dire que... Et ça a arrangé aussi les puissances occidentales qui étaient, les années 80 et les années 90, qui étaient les amis des Moudjahidines en Afghanistan. Ils ont armé les Moudjahidines, Massoud, etc., ces traditionnalistes. Ils les ont armés. Et après, il y a, comment dirais-je, fécondation de ces apprentis terroristes vers l'Algérie, la GA, puis Daesh, etc., etc. Je te remercie beaucoup. C'est moi qui te remercie. Ce sont des thèmes que nous pouvons discuter depuis longtemps. Vă mulțumesc mult pentru atenție. Sper că a fost o discuție interesantă și vă mai așteptăm alături de noi. O seară plăcută!